La lumière de l'après-midi filtre à travers les vitraux de la maison de mon enfance, dessinant des motifs couleur de miel sur le parquet. Je n'avais pas prévu de passer aujourd'hui. Une réunion annulée à Spokane a laissé un vide inattendu dans mon emploi du temps, un événement rare pour une analyste financière à l'agenda codé par couleur. Je referme doucement la porte d'entrée derrière moi, souriant au grincement familier du deuxième gond. Papa promet toujours de le réparer, tout comme il le promet depuis 10 ans. Mes pas s'étouffent sur le tapis usé du couloir alors que je me dirige vers la cuisine, impatiente de surprendre maman avec le pain artisanal que j'ai pris dans sa boulangerie préférée. C'est alors que je l'entends. Mon nom. Une fois l'expertise terminée, on pourra la mettre en vente. Les paiements de Brooklyn étaient des cadeaux. La voix de ma mère flotte depuis la cuisine, neutre, comme si elle parlait du temps qu'il fait. Je me fige au milieu d'un pas, le sac en papier se froissant doucement dans ma main soudainement crispée. Papa glousse, ce son familier ayant maintenant une tournure inhabituelle. Elle ne garde même pas les reçus. La voix de ma sœur suit, hésitante. Mais si elle le découvre? Je reste cloué sur place, mon pouls régulier malgré le tremblement de terre qui secoue mes fondations. C'est drôle comme le corps reste calme quand l'esprit se brise. Mon cerveau d'analyste financière se met en marche, cataloguant les faits pendant que mon cœur peine à suivre. Mes doigts trouvent le cadre de la porte, le serrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les veines du bois s'impriment dans ma paume. Cette maison que je connais par cœur, cette maison que je paie. 7 ans. 92 000 €. Tout ça, une aide temporaire, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Le paiement de la semaine dernière, 1 700 € pour le prêt immobilier, est encore affiché comme en attente sur mon application bancaire. La notification était apparue alors que je faisais la queue pour un café, et j'avais viré l'argent sans y penser à 2 fois, comme une horloge, comme le font les familles. La lucidité me frappe, comme la lumière du soleil en hiver après des mois de brouillard. Chaque moment suspect se cristallise, les regards échangés quand je posais des questions sur les options de refinancement, les brochures immobilières que j'avais aperçues, glissées sous des magazines sur la table basse, les questions étrangement spécifiques sur la valeur de la propriété que j'avais balayée, les considérant comme une conversation anodine. Grandir dans cette maison de style craftsman, bien entretenue avec ses 3 chambres, signifiait être la bête de somme de la famille. À 15 ans, papa me tendait des outils électriques en appelant ça à forger le caractère. Je remplaçais les bardeaux du toit pendant que l'acier restait à l'intérieur, loué pour sa nature délicate. La phrase préférée de maman résonne dans ma mémoire, la famille, ça s'entraide. D'une manière ou d'une autre, cette aide a toujours coulé dans une seule direction, de moi vers eux. J'ai bâti toute mon identité d'adulte sur la fiabilité. Mon appartement à Seattle abrite un bureau avec des tableurs méticuleusement organisés, suivant chaque dépense. Je saute des vacances pour rendre possible ces paiements temporaires. Je porte le manteau d'hiver de l'année dernière, pendant qu'ils installent de nouveaux plans de travail dans la cuisine. Je n'ai jamais remis en question, parce que je voulais leur approbation, j'avais besoin d'être la bonne fille, la responsable. La lame de parquet sous mon pied grince, trahissant ma présence. Maman apparaît dans le couloir, le visage rouge de surprise. Brooklyn, on ne t'attendait pas. Ses mains s'agitent nerveusement à son collier, celui que je lui ai acheté pour Noël. Oh, nous discutions juste de quelques papiers. Les mots montent dans ma gorge, inhabituels dans leur franchise. Non, vous discutiez de la vente de la maison que je paie. Elle cligne des yeux rapidement, la bouche s'ouvrant et se refermant. Papa apparaît derrière elle, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte. Ne sois pas dramatique, dit-il d'un geste dédaigneux. Ton aide était un cadeau. Le mot cadeau atterrit comme une gifle. Maman se remet vite, pivotant vers un terrain familier. Après tout ce que nous avons fait pour t'élever, commence-t-elle, la voix suintant d'une culpabilité bien rodée. Lacet plane derrière eux, refusant de croiser mon regard, se recroquevillant sur elle-même comme elle le faisait quand nous étions enfants, et que j'endossais la responsabilité pour la vaisselle cassée. Un instant, le doute s'insinue. Peut-être ai-je mal compris. Peut-être y a-t-il une explication qui ne signifie pas que toute ma famille m'a utilisé comme leur distributeur de billets personnels, tout en prévoyant de m'exclure. Puis je me souviens des mots exacts. Les paiements de Brooklyn étaient des cadeaux. Ma colonne vertébrale se redresse alors que mon esprit d'analyste financière passe à la vitesse supérieure, calculant déjà comment documenter chaque dollar que j'ai contribué. Ma respiration se stabilise à mesure que mes pensées s'éclaircissent. Je vous recontacterai,
dis-je doucement en me tournant vers la porte. Brooklyn, attends, crie maman, une panique sincère dans la voix maintenant. Elle ne m'a jamais vu quitter une confrontation familiale auparavant, mais je continue de marcher, mes pas mesurés et calmes. Je pose le sac de boulangerie oublié sur la table de l'entrée, une dernière offrande à un sanctuaire qui n'a jamais mérité ma dévotion. Dehors, l'air de novembre me mord les joues alors que je me glisse derrière le volant de ma berline raisonnable, avec son kilométrage élevé et son entretien reporté. Le moteur se met à vrombir et je m'éloigne du trottoir, jetant un dernier regard au porche de la maison, où j'ai passé des étés à poncer et à teindre, pendant que Lacey se prélassait avec de la limonade. La route vers Seattle s'étend devant moi, mais pour la première fois depuis des années, elle a le goût de la liberté, plutôt que de la fuite. Le lendemain, la pluie de Seattle frappe les fenêtres de mon appartement, alors que j'étale des relevés financiers sur mon bureau. Chaque relevé forme une pièce d'un puzzle, montrant 7 ans de virement à mes parents, réguliers comme une horloge, et augmentant à chaque promotion que j'obtenais. Je clique sur un dossier de mai intitulé « Finances familiales » et je me fige. Un message de papa à maman apparaît, copié accidentellement à mon adresse professionnelle il y a 3 mois. Mes yeux se verrouillent sur des mots qui confirment mes pires soupçons, une fois que nous aurons vendu, nous pourrons enfin arrêter de dépendre des chèques de Brooklyn. Mes doigts tremblent en ouvrant un relevé de prêt immobilier que j'ai demandé la semaine dernière. Le solde principal n'a pas diminué, malgré mes 92 000 € de contribution. Chaque paiement s'est évaporé en intérêts ou dans leur poche, ne réduisant jamais le prêt. Les documents de l'impôt foncier arrivent ensuite, l'entête du comté officialisant la trahison. Seuls leurs noms apparaissent comme propriétaires, pas le mien, jamais le mien. Malgré le nouveau toit que j'ai financé et installé, malgré les réparations de plomberie qui ont vidé mon fonds de vacances, malgré les travaux que j'ai payés lorsque l'inspecteur a trouvé des infractions au code. Je saisis ma calculatrice, les mains maintenant stables, et je fais le compte des dégâts. Virement direct, 92 000 € sur 7 ans. Travail non rémunéré pour les améliorations de la maison, une estimation prudente de 38 000 €. Les chiffres me fixent, froid et indéniable. Le schéma émerge avec une clarté douloureuse. Chaque demande financière coïncidait parfaitement avec mes augmentations de salaire. La demande d'argent pour le toit est arrivée 2 jours après que j'ai mentionné ma promotion. L'urgence de plomberie s'est produite la semaine où ma prime a été versée. Tu es la plus intelligente, Brooklyn. Tu comprends l'argent, disait maman, la voix chaleureuse d'une flatterie bien rodée, avant la demande. Nous sommes si fiers de ta responsabilité. La culpabilité suivait toujours. La famille, ça s'entraide. Tu te souviens comment nous nous sommes sacrifiés pour tes études. Je n'avais jamais remarqué que l'obligation ne coulait que dans un sens. Mon téléphone vibre contre le bureau. Un texto de maman à 23h42, nous avons changé les serrures. Tu ne vis plus ici. Voyons à quel point tu es vraiment indépendante. Le message devrait faire mal. Au lieu de ça, il me submerge d'un étrange soulagement, une confirmation que je n'imagine pas leur trahison. Je réponds simplement, message reçu. Merci pour la clarté. Aucune larme ne vient. Pas de crise émotionnelle. Juste une clarté nette, chirurgicale. Ils n'ont pas seulement changé une serrure, je pense en fermant mon ordinateur portable. Ils ont fermé la dernière porte qui me liait à eux. Ma mère a tout orchestré. Chaque tentative de culpabilisation, chaque demande enveloppée de compliments. Chaque comparaison subtile avec ma sœur délicate qui avait besoin de protection, pendant que moi, j'avais besoin de m'endurcir. La principale traîtresse, concevant le système parfait pour extraire le maximum de valeur de sa fille responsable. Papa a exécuté ses plans, gérant l'argent, discutant toujours des investissements, mais ne fournissant jamais de relevés. Son charme facile désarmant mes questions avant même qu'elles ne se forment. L'acteur de soutien, rendant le complot possible. La lumière du matin me trouve encore à mon bureau, quand mon téléphone sonne avec une notification. Une annonce immobilière apparaît sur mon écran. La maison de mes parents. Notre maison. Mon investissement. Mise en vente à 40 000 € au-dessus du prix du marché, avec des photos professionnelles qui ont dû être prises il y a des semaines. Ils accélèrent maintenant que je connais la vérité. Sans intervention juridique, je perdrai tout ce que j'ai investi dans cette maison. Je fais glisser le tiroir du bas de mon bureau, celui qui coince à moins de le soulever juste comme il faut. À l'intérieur se trouve un dossier vert étiqueté « Contribution familiale ». Chaque reçu de matériaux,
chaque confirmation de virement bancaire, chaque message texte demandant des fonds, tout a été méticuleusement sauvegardé par l'analyste financière qui n'a jamais vraiment fait confiance aux arrangements, malgré son désir désespéré d'y croire. Ma collègue Janet envoie un texto, toujours partante pour le déjeuner. J'amène Richard. C'est l'avocat spécialisé en immobilier dont je t'ai parlé. Timing parfait, je réponds. Réservation à 12h30. Je transfère le texto de maman sur le changement de serrure à l'ami avocat de Janet avec une simple question, est-ce que cela aide à établir l'intention? Sa réponse arrive quelques minutes plus tard, absolument. Apporte tout ce que tu as. En documentant mes contributions, mon navigateur se remplit d'onglets sur le droit immobilier, les fiducies constructives, et l'enrichissement sans cause, des termes que je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'utiliser pour ma propre famille. Mon ami Morgan appelle, la voix inquiète. Ça va? Tu ne manques jamais notre café du dimanche. Quand j'explique, elle n'hésite pas, ma chambre d'amis est à toi si tu en as besoin. Aussi longtemps qu'il le faudra. Le directeur de la banque confirme qu'ils peuvent fournir des relevés certifiés de tous les virements. Mon estomac se serre quand l'avocat annonce ses honoraires, 5 000 €, presque tout mon fonds d'urgence. Nous avons un dossier solide pour une propriété équitable, explique-t-il après avoir examiné mes documents. Ce type de manipulation financière est malheureusement courant. J'ai déjà vu ça. Son assistante juridique dépose les documents initiaux cet après-midi-là, une injonction temporaire empêchant la vente avant la résolution du litige. Alors que je signe le chèque de provision, l'avocat me demande si je vais bien. Je vais bien, je réponds, surprise de constater que c'est en grande partie vrai. Je viens d'apprendre que ma relation familiale était purement transactionnelle. Maintenant, je la traite comme une transaction. Le chèque quitte ma main, transformant officiellement mon filet de sécurité en une bataille juridique. Mais pour la première fois en 7 ans, mon argent travaille enfin pour moi, au lieu d'eux. 3 jours plus tard, la lettre de mise en demeure arrive sur un papier crème coûteux, l'entête en relief du cabinet d'avocat brillant sous les lumières de ma cuisine. Je passe mon doigt sur le texte en relief, appréciant l'ironie. Mes parents n'ont jamais lésiné sur les moyens pour se protéger. Il vous est par la présente ordonné de cesser toute communication diffamatoire concernant la propriété située au 1742 Elmwood Drive, dit la lettre, le langage formel contrastant vivement avec les messages vocaux larmoyants que ma mère a laissés. Des menaces légales, l'aveu ultime que mon silence les terrifie plus que mes mots n'auraient jamais pu le faire. Mon téléphone vibre. Oncle Robert, cette fois. Le 5e appel d'intervention familiale de la journée. Brooklyn, ma chérie, comment peux-tu faire ça à tes propres parents? Sa voix porte ce ton déçu familier, comme si j'avais encore 8 ans avec les genoux écorchés après avoir grimpé trop haut. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je ferme les yeux, me concentrant sur ma respiration. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, ou tout ce que j'ai fait pour eux. Il ne s'agit pas d'argent. Tu as raison, dis-je, le calme dans ma voix me surprenant moi-même. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de vérité. Il soupire lourdement. Ta mère est anéantie. Ton père ne dort plus. Je pense au relevé de prêt immobilier, soigneusement empilé dans mon classeur. 7 ans de paiement. 92 000 €. Je suis sûr qu'ils trouveront du réconfort dans leur nouveau plan de travail de cuisine, ce que j'ai payé. Après qu'il a raccroché, j'ouvre Instagram, contre mon gré. La dernière publication de l'AC la montre assise sur la balançoire du Porsche de nos parents, l'air mélancolique. La famille, c'est tout, dit la légende. Le cœur brisé que quelqu'un puisse choisir l'argent plutôt que l'amour. 27 commentaires compatissants de personnes qui n'ont jamais vu les reçus de virement. La sonnette interrompt mon défilement. C'est un coursier avec des documents de l'avocat de mes parents. Selon la liste d'inventaire, ils ont commencé à vendre des meubles de la maison, y compris le bureau antique que mon grand-père m'avait spécifiquement laissé. Je pose les papiers sur la table de ma cuisine, à côté des tableurs sur lesquels je travaille depuis des semaines. Colonne après colonne de dates, de montants, de captures d'écran de mai, d'échanges de messages textes. Tout mon historique financier avec mes parents, méticuleusement documenté avec la même précision que j'apporte à mes analyses d'entreprise. Ma patronne, Grace, appelle alors que j'entre la dernière donnée. Brooklyn, prends tout le temps dont tu as besoin, dit-elle après que j'ai expliqué le dernier développement. Le portefeuille Johnson peut attendre. J'apprécie, mais le travail me permet de garder les pieds sur terre, lui dis-je,
reconnaissante de sa compréhension, bien que je puisse avoir besoin de flexibilité pour les comparutions au tribunal. Compte dessus. Et l'avocat de l'entreprise m'a demandé de te donner ce numéro, une spécialiste de l'immobilier qui a pris son cas pro bono l'année dernière. Il a dit qu'elle est brillante. Je note le numéro, une vague de gratitude tempérant ma colère. Pendant que mes parents de sang rassemblent leurs forces contre moi, ma famille choisie construit un échafaudage autour de ma fragile détermination. Plus tard dans la soirée, alors que je récupère des documents chez Martin, mon ami qui travaille dans l'évaluation immobilière, je bouscule littéralement Lacey à l'entrée du café. Ses yeux s'écarquillent de reconnaissance avant de se rétrécir d'hostilité. « Tiens, si ce n'est pas la fille avide d'argent, dit-elle, assez fort pour que les tables voisines entendent. » Je recule, créant un espace entre nous. « Lacey, tu déchires cette famille pour de l'argent. » Sa voix se brise, une émotion sincère sous la performance. « Comment peux-tu faire ça à papa et maman? Ils t'ont tout donné. » Un instant, je revois la petite sœur qui me suivait partout, qui me tressait les cheveux avec des doigts maladroits, qui a pleuré quand je suis parti à l'université. Puis je me souviens de la conversation dans la cuisine, de sa question hésitante, mais si elle le découvre? Il ne s'agit pas d'argent, je réponds, ma voix stable malgré le tremblement dans mes mains. Il s'agit de reconnaître ma contribution. Quelque chose change dans son expression, de la culpabilité, peut-être. Ce sont nos parents, Brooklyn. Ils nous ont élevés. Et je les élève financièrement depuis 7 ans. Je la regarde droit dans les yeux. Depuis combien de temps sais-tu ce qu'ils faisaient? Elle détourne le regard, confirmation suffisante. C'est bien ce que je pensais. Je la dépasse pour me diriger vers la porte, puis je m'arrête. Au fait, ils vendent le bureau de grand-père. Celui qu'ils voulaient que j'aie. En marchant vers ma voiture, je compose le numéro que mon ami m'a donné. Le bureau de l'avocat, Maître Richard, sans le vernis au citron et les vieux livres. Contrairement aux autres avocats que j'ai consultés, il ne prend pas de notes sur un ordinateur portable. Au lieu de cela, il étale mes documents sur son immense bureau en chêne, les étudiant avec l'intensité de quelqu'un qui lit d'anciennes cartes. Vous avez tout documenté, dit-il, impressionné. Virement bancaire, confirmation par SMS, échange de mails. Je suis analyste financière. Tenir des registres est une seconde nature. Il hoche la tête, tapotant un échange de mails particulièrement accablant. Et ils reconnaissent explicitement que ces paiements étaient destinés au prêt immobilier? Chaque mois, pendant 7 ans. Il s'adosse, m'étudiant. Vous avez un dossier solide pour une propriété équitable. Vos contributions financières constantes, leur reconnaissance explicite de l'objectif, votre souhait équitable dans les améliorations de la maison. Il tapote son stylo contre le bureau. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Je me penche en avant. Ne les affrontez pas. Ne les prévenez pas. Le papier est votre arme. Sa voix est de l'acier enveloppé de velours. Nous déposons l'injonction pour arrêter la vente. Nous documentons le harcèlement. Nous nous préparons pour le tribunal. Laissez-les faire le premier pas agressif. Pour la première fois depuis la découverte de leur trahison, je sens le sol se raffermir sous mes pieds. Je comprends. Vous avez un avantage qu'ils n'attendent pas, continue-t-il. Ils vous voient comme la fille dévouée qui finira par céder à la pression familiale. Ils ne voient pas l'experte financière parfaitement équipée pour démanteler leur manipulation. En sortant de son bureau, je réalise avec une clarté saisissante, mes parents n'avaient pas seulement profité de ma générosité. Ils avaient commis une manipulation financière. Et j'avais les dossiers pour le prouver. Quand je rentre chez moi, un paquet m'attend devant ma porte. À l'intérieur, une photo de famille avec mon visage découpé. Les bords déchiquetés en disent long sur l'état d'esprit de ma mère. La vue perce mon armure analytique, et je m'effondre sur le sol, me permettant enfin de faire le deuil de la relation familiale qui n'a jamais vraiment existé. Les mots de ma thérapeute, lors de notre séance d'urgence, résonnent dans mon esprit, ce n'est pas de la vengeance, Brooklyn. C'est la justice. Nuit après nuit, je construis mon dossier, des archives numériques de chaque transaction, des calculs d'impact financier, des mémos vocaux détaillant des promesses verbales, une chronologie révélant le schéma croissant des demandes. Mon téléphone sonne avec des messages auxquels je ne réponds pas, les supplications de ma mère, les menaces de mon père, les tentatives de culpabilisation de Lacey. Je transfère chacun d'eux à Eleanor sans réponse,
construisant ma forteresse de papier pendant qu'il martèle des portes qui n'existent plus. Laissez-les faire le premier pas agressif, m'avait conseillé mon avocat. Alors j'attends, enveloppé dans un silence stratégique, préparant des réponses formelles à leurs actions de plus en plus désespérées. Une semaine après avoir transféré un texto particulièrement méchant de mon père à Richard, je reçois un avis formel de leur avocat, il demande une médiation. Je me permets un petit sourire ironique. Enfin, il respecte les limites, par le biais d'un conseil juridique. En ouvrant mon ordinateur portable, je clique sur le dossier contenant les emails que j'ai sauvegardés, ceux où mes parents parlent de moi comme de leurs ressources d'argent gratuites, ceux où ils planifient la vente tout en calculant exactement combien de plus ils peuvent m'extorquer avant de couper les ponts. Mon téléphone sonne. C'est Richard. Nous avons été assignés à la juge Winters, dit-il, l'excitation perçant à travers son ton professionnel. Elle est spécialisée dans les cas d'abus financiers familiaux. Pour la première fois depuis des semaines, je sens les coins de ma bouche se relever dans quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Le lendemain, le cabinet d'avocats sent le vernis au citron et l'eau de Cologne chère. Mon avocat, Richard Wallace, étale des documents sur son bureau en acajou pendant que je relis une dernière fois notre dossier. Un intérêt équitable de 35%, dis-je en tapotant la section surlignée, basée sur des contributions documentées de 92 000 € sur 7 ans. Richard hoche la tête, ses cheveux argentés attrapant la lumière du matin. La requête pour empêcher la vente de la propriété pendant le litige est prête. Une fois déposée, ils ne pourront pas vendre sans l'approbation du tribunal. Je fais glisser l'analyse financière et juricomptable vers l'avant, mon chef-d'œuvre. 7 ans de virements bancaires, de messages textes sur les paiements, et même des photos de moi en train de réparer le toit. Chaque preuve méticuleusement organisée en un schéma de manipulation intentionnelle. C'est un travail impressionnant, dit Richard, une admiration sincère dans la voix. La plupart des clients m'apportent une boîte à chaussures pleine de reçus. Vous avez construit un dossier qui rendrait fier un expert comptable judiciaire. Je suis analyste financière, lui rappelai-je avec un petit sourire. Les chiffres ne mentent pas, même quand les gens le font. Les demandes de déposition ressemblent à des déclarations de guerre. Maman, papa, lacet, chaque nom tapé en lettres noires et nettes, chacun exigeant des documents spécifiques que je sais qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je demande. Ma main plane au-dessus de la ligne de signature. 7 ans à être le distributeur de billets de la famille me reviennent en mémoire, les cadeaux de Noël que je ne pouvais pas me permettre, les vacances que je n'ai jamais prises, le manteau d'hiver que j'ai raccommodé au lieu de le remplacer. Tout ça pendant qu'il prévoyait de vendre la maison sous mon nez. Je signe de mes doigts fermes. Déposons ça aujourd'hui, dis-je. 3 jours plus tard, l'appel de Richard me réveille à 6 heures du matin. Je m'assieds immédiatement, le sommeil s'évaporant. Ils ont contre-attaqué, dit-il sans préambule. Ils prétendent que tous les virements étaient des cadeaux entre membres de la famille. Mon estomac se serre, mais ma voix reste stable. Nous nous y attendions. Leur avocat a trouvé une erreur technique dans notre dépôt initial. Le numéro de parcelle de la propriété a un chiffre de transposé. Les implications me frappent. Alors, l'ordonnance d'interdiction ? Temporairement suspendue le temps que nous corrigions les documents, termine Richard. Et, Brooklyn, ils accélèrent la vente. La maison est mise sur le marché mardi prochain. Un froid m'envahit, mais la panique n'aidera pas. Je respire profondément, comptant jusqu'à 5, comme le docteur Martinez me l'a appris. Nous déposerons une correction d'urgence aujourd'hui, dis-je en sortant déjà les jambes du lit, et demanderons une audience accélérée en raison de la menace de vente imminente. Ce ne sera peut-être pas suffisant, prévient Richard. Les tribunaux sont lents. Leur avocate est bonne, Margaret Winters. Nous ferons en sorte que ce soit suffisant, je réponds, le calcul remplaçant la peur. Je serai à votre bureau dans 1 heure. Nous travaillerons toute la nuit s'il le faut. 3 jours plus tard, le miroir de l'ascenseur du bureau de Richard montre des cernes sous mes yeux. J'ai dormi 4 heures en 2 jours, à préparer l'audience. L'idée de me tenir devant un juge, face à ma famille, me donne des frissons d'anxiété dans le dos. Je pratique la technique d'ancrage du docteur Martinez. 5 choses que je peux voir. 4 que je peux toucher. 3 que je peux entendre. Le palais de justice se dresse devant moi, tout en marbre et en jugement. Prête, demande Richard alors que nous montons les marches. Non, j'admets. Mais j'y vais quand même. À l'intérieur, maman, papa,
et lacets sont blottis avec Margaret Winters, une femme aux traits fins dans un tailleur sur mesure. Le regard de maman se pose sur moi, son expression passant de la surprise à une sympathie calculée. La galerie du tribunal est remplie de visages familiers, des amis de la famille qu'ils ont invités pour assister à mon humiliation. Je redresse les épaules et passe en mode professionnel. Ce n'est qu'une autre présentation financière. Des chiffres, des faits, des preuves. Ma formation à analyser les données sans émotion devient mon super pouvoir. La juge Reynolds entre, une femme sévère avec des chaussures pratiques et des yeux perçants. La procédure commence par des formalités juridiques sèches, jusqu'à ce que Margaret Winters prenne la parole. Votre honneur, il s'agit simplement d'un différend familial, dit-elle doucement. La plaignante a contribué aux dépenses du ménage comme n'importe quel membre de la famille pourrait le faire, sans aucune attente d'intérêt immobilier. Richard contre-attaque, nous avons la preuve d'un schéma montrant que la famille Harris a sollicité des fonds spécifiques pour les paiements hypothécaires, tout en planifiant secrètement la liquidation de la propriété. Un murmure parcourt la galerie alors qu'il mentionne notre dépôt supplémentaire. De plus, nous avons découvert hier que les défendeurs ont retiré des objets de valeur de la maison avant cette audience. Les sourcils de la juge Reynolds se haussent. Est-ce vrai, maître Winters? Margaret semble mal à l'aise pour la première fois. Mes clients organisaient simplement leurs effets personnels. Alors ils ne s'opposeront pas à un inventaire ordonné par le tribunal, déclare la juge Reynolds. Le visage de papa devient cramoisi. Il chuchote furieusement à Margaret, qui lève une main pour le faire taire. Leur crédibilité s'effrite visiblement alors que la juge prend des notes. Les amis qu'ils ont amenés pour les soutenir s'agitent, mal à l'aise, tandis que Richard présente méthodiquement nos preuves, des messages textes suppliant d'avoir juste assez pour couvrir l'hypothèque ce mois-ci, des virements bancaires intitulés « Paiement maison », des photos de moi installant de nouvelles fenêtres pendant que ma sœur prenait un bain de soleil à proximité. Votre honneur, conclut Richard, nous demandons une injonction immédiate contre la vente de la propriété et une médiation accélérée. Maman essaie d'intervenir, sa voix prenant cette qualité tremblante qui me faisait toujours reculer avant. Brooklyn a toujours été une fille si sensible. Madame Harris, interrompt la juge Reynolds, ce tribunal traite des preuves financières, pas des évaluations de caractère. Je sens les regards se tourner vers moi, des gens qui me connaissent depuis l'enfance voyant la situation sous un nouvel angle. Mon ancienne professeure de mathématiques du lycée hoche légèrement la tête depuis le fond de la salle, quelque chose qui ressemble à du respect dans son expression. J'ordonne une médiation avant que cette affaire ne se poursuive, annonce la juge Reynolds, et l'ordonnance de restriction temporaire sur la vente de la propriété est rétablie en attendant la résolution. 2 jours plus tard, nous nous réunissons dans la salle de médiation. Je suis assise à côté de Richard, ma posture parfaite, ma respiration contrôlée. Mon réseau de soutien m'entoure. Émilie de la comptabilité est assise derrière moi, prête à valider mes méthodes de documentation. La voix de ma thérapeute résonne dans mon esprit, me donnant la permission de me protéger. Maman et papa entrent, le visage rouge et sur la défensive. Là s'essuie, évitant mon regard. Ils ont l'air plus petits, en quelque sorte, moins intimidants que les géants qui ont contrôlé ma vie pendant des décennies. Richard fait glisser un classeur sur la table. Nous demandons un intérêt équitable de 35% basé sur des contributions vérifiables. La fanfaronnade de papa commence immédiatement. C'est ridicule. Nous sommes ses parents. Le tribunal ne pèse pas l'amour, monsieur Harris, répond froidement Margaret, examinant nos preuves avec une inquiétude croissante. Il pèse les preuves. Les larmes de maman commencent, comme prévu. La médiatrice, une femme pragmatique avec des décennies d'expérience, lui tend simplement un mouchoir sans interrompre son examen des documents. Tu as gardé les reçus, murmure Lacey, croisant mon regard pour la première fois. Tu as vraiment gardé les reçus? Je hoche la tête une fois, ne ressentant que de la certitude. J'ai tout gardé. Dans le silence qui suit, je vois ce qu'ils comprennent enfin. La fille responsable sur laquelle ils comptaient pour résoudre leurs problèmes est devenue la femme responsable qu'ils ne peuvent plus manipuler. Le jour de la confrontation finale, le hall du palais de justice bourdonne de chuchotements alors que j'entre, mon avocat, Richard, à mes côtés. Cet dossier manie soigneusement étiqueté repose dans mes bras, chacun représentant une année de ma vie, méticuleusement documentée. Ils offrent 45 000 €, dit-il en consultant son téléphone. Dernière offre. Je manque de rire. Après avoir contribué à hauteur de 92 000 €, plus des milliers en amélioration,
Ils pensent que 45 000 € me feront renoncer. La prévisibilité de leur manipulation ne me blesse plus. Dites-leur que nous continuons comme prévu, je réponds en redressant mon blazer anthracite. Richard hoche la tête, ses lunettes à monture argentée attrapant la lumière du matin. Juste un avertissement, ils ont fait venir des renforts. Il a raison. En tournant le coin, j'aperçois maman et papa, blottis avec madame Peterson, notre amie de longue date de la famille, dont les gratins de kermesse ont marqué chaque étape de mon enfance. Sa présence n'est pas un hasard. Madame Peterson m'aperçoit et s'approche, les bras ouverts. Brooklyn, ma chérie, tout cela est allé trop loin. Tes parents ont le cœur brisé. Vraiment? Je garde ma voix neutre, malgré les flammes qui me lèchent les côtes. Ils ont peur de tout perdre, continue-t-elle, les yeux humides. Ils n'ont jamais voulu. Dites-leur que j'ai reçu leur offre de règlement, j'interromps doucement, et que nous les verrons à l'intérieur. Son visage se décompose. Ils ont dit que la maison avait besoin de nouvelles fondations. 20 000 € de réparation au moins. Ils ne peuvent pas se permettre de te donner plus. Un autre mensonge. L'inspection des fondations a été validée il y a à peine 18 mois. Je l'ai payé moi-même. Mon téléphone vibre avec le nom de l'asset à l'écran. Le 3e appel aujourd'hui. Je le mets en sourdine sans répondre. À l'extérieur de la salle d'audience C, l'oncle Robert surgit d'un banc, sa présence inattendue. Il me barre le passage, sa carrure intimidante dans le couloir étroit. Tu dois laisser tomber, marmonne-t-il. Ta mère est en larmes tous les soirs. C'est ça que tu veux? Détruire ta famille pour de l'argent? L'ironie me fait presque sourire. Perspective intéressante, Robert. Ton père a construit cette maison de ses propres mains, sa voix monte. Et maintenant, tu veux quoi? La leur prendre? Je réclame ce qui m'appartient légalement, je réponds. La part que j'ai payée. Ils vont tout perdre, balbutie-t-il. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils vendent une maison sans hypothèque, sur laquelle ils n'ont pas fait de paiement depuis 7 ans, je réplique. Ils s'en sortiront. Son visage rougit. Tu t'es toujours cru meilleur que tout le monde. Trop bien pour Spokane. Trop intelligente pour ta propre famille. Richard s'interpose entre nous. Monsieur Harris, cette conversation est terminée. Gardez ça pour le tribunal. Alors que nous nous éloignons, mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, je réponds. Brooklyn, la voix de l'asset se brise. S'il te plaît, arrête ça. Maman et papa vont tout perdre si tu ne fais pas de compromis. La culpabilité familière monte, mais ne me contrôle plus. Ils ont des options, l'asset. Ils en ont toujours eu. Ils parlent de sortir des trucs de famille embarrassants, chuchote-t-elle. Des choses de ton adolescence. Ils le diront à tout le monde si tu les y obliges. La menace atterrit froidement, ma phase rebelle les fugue, le petit ami plus âgé, la nuit où papa nous a trouvé une histoire ancienne transformée en arme. Qu'il le fasse, je réponds, me surprenant moi-même par ma fermeté. Je n'ai rien à cacher. Nous entrons dans la salle d'audience, ces bancs en bois se remplissant déjà de la famille élargie. Cela n'a jamais été censé être un spectacle public, mais maman et papa ont veillé à avoir un public. 10 minutes avant l'audience, Richard se tend à côté de moi. Nouveau développement. Ils ont trouvé quelqu'un qui prétend que tu as accepté verbalement que l'argent était un cadeau. Qui? Thomas Wilson. Mon petit ami de l'université, celui qui m'a emprunté de l'argent pour ses frais de scolarité et ne me l'a jamais remboursé. Le lien se fait immédiatement. Le copain de pêche de papa et l'oncle de Thomas. Peuvent-ils faire ça? Mon estomac se serre. Ils peuvent essayer, dit-il. Mais nous nous sommes préparés à ça. Tu te souviens des reçus de la rénovation de la salle de bain? Mon cœur se serre. L'entrepreneur a fait faillite. Je n'ai pas ces reçus. Pour la première fois, le doute s'insinue. Et si 7 ans de documentation ne suffisaient pas? Concentre-toi sur ce que nous avons, dit fermement Richard. Les messages textes établissent l'intention de remboursement. C'est notre preuve la plus solide. La juge entre, sa réputation d'experte en conflits financiers familiaux la précédant. Ses cheveux gris acier encadrent des yeux perçants qui ne manquent rien. Le témoignage commence, mes parents se présentant comme des pourvoyeurs généreux qui ont simplement aidé leur fille adulte à investir dans la maison familiale.
Leur récit s'effondre sous l'interrogatoire. Alors, Madame Harris, dit la juge Winters, vous dites qu'il n'y a jamais eu de discussion sur la vente de la maison. Jamais, insiste maman. C'était aussi la maison de Brooklyn. Richard se lève. Permission de jouer l'enregistrement, pièce C. La voix de maman remplit la salle d'audience, une fois que nous aurons vendu, ton père et toi pourrez enfin faire cette croisière en Alaska. La couleur quitte le visage de maman. Papa s'agite sur son siège. Monsieur Harris, vous avez déclaré n'avoir jamais promis de rembourser ces fonds, se penche la juge Winters. Est-ce exact? C'est exact, dit fermement papa. C'était des cadeaux entre membres de la famille. Richard sort sa tablette. Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce F, un message texte de Robert Harris à Brooklyn, daté du 14 juin de l'année dernière. Sur l'écran, le message de papa apparaît, merci d'avoir encore couvert les impôts fonciers. On réglera ça quand le marché s'améliorera. Papa balbutie. C'était juste une façon de parler. Le sourcil de la juge Winters se lève légèrement. Puis vient le moment que j'ai préparé depuis ce jour de novembre dans le couloir. Richard fait rouler un chariot contenant cette classeur, chacun étiqueté par année. Votre honneur, nous aimerions présenter le dossier complet des contributions financières de Brooklyn Harris. Pendant les 40 minutes qui suivent, la salle d'audience reste dans un silence stupéfait, tandis que Richard détaille méthodiquement chaque dollar, paiements hypothécaires, impôts fonciers, rénovations et réparations, le tout méticuleusement organisé avec des relevés bancaires, des reçus et des communications. Mademoiselle Harris a commencé ses paiements à l'âge de 22 ans, explique Richard, augmentant ses contributions proportionnellement à la croissance de son salaire. La chronologie affichée montre des paiements passant de 7 cents à 1700 € par mois, à mesure que je passais d'analyste débutante à un poste senior. Et enfin, dit Richard, j'aimerais présenter l'email qui a déclenché cette action en justice. Le projecteur affiche le message de maman à l'agent immobilier, les paiements de Brooklyn étaient des cadeaux. Elle n'a aucun droit légal. À côté, apparaît un autre message, envoyé à peine 3 jours plus tard, nous avons changé les serrures. Tu ne vis plus ici. Un murmure parcourt la salle d'audience. L'oncle Robert regarde ses chaussures. La bouche de tante Patricia reste ouverte. Le récit soigneusement construit de la fille ingrate s'effondre complètement. Lacey prend la barre en tant que leur dernier témoin, son témoignage s'effritant sous le contre-interrogatoire. Saviez-vous que vos parents prévoyaient de vendre la maison, demande Richard. Lacey jette un regard à nos parents, puis baisse les yeux sur ses mains. Oui. Saviez-vous qu'ils avaient l'intention d'exclure Brooklyn des profits? Une longue pause. Oui. Même si elle avait payé l'hypothèque pendant 7 ans. Elle pouvait se le permettre, murmure Lacey. Moi, je ne pouvais pas. L'expert en jury comptabilité financière témoigne ensuite, calculant ma contribution totale à 117 300 €, en incluant les améliorations et les intérêts. Sur la base de la valeur marchande actuelle, conclut-il, cela représente environ une participation de 35% dans la propriété. La juge Winters n'a pas besoin de beaucoup de temps pour délibérer. Le tribunal constate que Brooklyn Harris a établi un intérêt équitable de 35% dans la propriété située au 1472 Ridgeline Avenue. Elle ordonne la vente de la maison, avec une répartition des profits en conséquence, sous la supervision du tribunal. L'avocat de mes parents demande immédiatement à faire appel. Appel rejeté, déclare fermement la juge Winters. Les preuves sont accablantes. Je reste assise, immobile, alors que le jugement s'impose à moi. Pas d'euphorie, pas de satisfaction vengeresse, juste le poids qui se soulève de mes épaules qui l'ont porté trop longtemps. Maman essaie de s'approcher alors que la séance est levée. Brooklyn, nous devons en parler en famille. Je rassemble mes affaires sans croiser son regard, mon silence plus puissant que n'importe quel mot. Dehors, la lumière du soleil d'automne baigne les marches du palais de justice. Je remercie Richard, ma voix stable. Et maintenant, demande-t-il. Ils vendent. Je reçois ma part. Nous passons à autre chose. La réalité se matérialise en chiffres. Valeur de la maison, 740 000 €. Ma part, 259 000 € après les frais de justice. Assez pour un acompte dans le quartier de Capitol Hill à Seattle, un endroit vraiment à moi, bâti sur des fondations en lesquelles je peux avoir confiance. En marchant vers ma voiture, j'aperçois ma famille, blottie ensemble. Maman, papa, et Lacey,
discutant déjà de leur déménagement dans un duplex en location du côté est. Leur univers a basculé, le centre de gravité n'étant plus ma fiabilité. Je ne regarde pas en arrière en partant. La route devant moi m'appartient entièrement maintenant. 3 mois plus tard, la clé en laiton pèse lourd dans ma paume alors que je me tiens sur le seuil de ma nouvelle maison de ville. La lumière du soleil entre à flot par les fenêtres que j'ai choisies, réchauffant les parquets que j'ai sélectionnés sans l'avis ni la critique de personne. L'argent du règlement a rendu cela possible, pas tout, bien sûr. Je souris au souvenir du hochement de tête approbateur de ma conseillère financière. Je voulais que mon argent travaille pour moi, pas qu'il dorme dans des cloisons sèches, lui avais-je dit alors que nous finalisions l'hypothèque sur la moitié de la valeur de la propriété. L'autre moitié, je l'ai payée comptant, créant un équilibre parfait entre investissement et sécurité. Le serrurier se racle la gorge derrière moi. Prête pour les nouvelles serrures, mademoiselle Harris. Je lui tends le jeu de serrures neuves que j'ai acheté hier. Oui, toutes, s'il vous plaît. Pendant qu'il travaille, je déambule dans des pièces remplies uniquement de ce qui m'apporte la paix. Pas d'étagères encombrées de photos de famille culpabilisantes. Pas de meubles choisis pour plaire à qui que ce soit d'autre que moi. Les murs, peints en vert sauge doux plutôt que le bleu marine sur lequel ma mère aurait insisté, reflètent mes valeurs, pas les leurs. Chaque recoin de cet espace existe sans leur influence ni leurs agendas cachés. Pour la première fois de ma vie, mes finances restent entièrement miennes. Pas de paiement de soutien déguisé en obligation familiale. Pas de virement discret à minuit quand la carte de quelqu'un était refusée. Le poids de leurs attentes s'est levé, laissant de la place pour respirer. Quand le serrurier a terminé, il me tend 3 clés étincelantes. Tout est en place. Je passe mon pouce sur l'écran, me souvenant de ce terrible jour, il y a 7 mois, où ma clé ne fonctionnait plus dans la porte de mes parents. Ils avaient changé les serrures pendant que je rassemblais des documents pour mon avocat. Le rejet ultime. Maintenant, je change les serrures par choix, pas par nécessité. Plus tard, je place la vieille serrure en laiton de la maison de mes parents, celle que j'ai retirée avant l'arrivée de leur serrurier, dans une petite boîte en bois, la dernière relique de la vie dont ils m'ont exclu. Je referme fermement le couvercle et je le glisse sur une étagère haute de mon placard. L'email de l'AC arrive ce soir-là, son objet dégoulinant de la manipulation familière, besoin de guérison familiale. Je l'ouvre, curieuse plutôt qu'anxieuse. Son message se déroule exactement comme je l'avais prévu, des excuses à demi-mot, de vagues références à des malentendus, un subtil transfert de blâme. Les mêmes tactiques qui m'auraient autrefois fait sombrer dans la culpabilité se lisent maintenant comme un scénario prévisible. Je le supprime sans répondre et je bloque l'adresse. Aucune colère ne monte en moi, juste une certitude calme. La rupture nette reste intacte. Dans mon journal ce soir-là, j'écris, j'ai réalisé que ma valeur ne se mesure pas à ce que je peux apporter aux autres. Les mots coulent facilement après des mois de thérapie, mon défaut fatal la surresponsabilisation et la soif d'approbation nommée et maîtrisée. La fiabilité peut exister sans exploitation. Les limites protègent plutôt qu'elles ne punissent. Le lendemain matin, je rencontre mon avocat pour mettre à jour mon testament, ne laissant rien à mon ancienne famille. Nous mettons en place une protection d'adresse confidentielle pour la tranquillité d'esprit. Puis je signe les papiers créant un fonds d'aide juridique pour les victimes d'abus financiers familiaux, transformant ma douleur en soutien communautaire. Le premier bénéficiaire vous rencontre la semaine prochaine, dit mon avocat, un jeune homme dont les parents ont vidé son fonds d'études. Je hoche la tête. Je partagerai mon histoire, anonymement. Ce week-end-là, des amis qui m'ont soutenu dans les jours les plus sombres remplissent ma nouvelle maison de rire. Nous échangeons des cadeaux significatifs, pas chers, mais choisis avec soin. Leur soutien sincère contraste vivement avec l'exploitation que je prenais autrefois pour de l'amour familial. Quand ils partent, je me tiens à ma fenêtre, regardant le coucher de soleil de Seattle peindre le ciel de rose et d'or. Pas de téléphone à la main, vérifiant constamment les textos d'urgence. Pas de culpabilité à savourer la solitude. Plus tard, j'ouvre la boîte en bois une dernière fois, étudiant la vieille serrure en laiton avant de la ranger définitivement. La maison, ce n'est pas là où l'on est, je murmure à la pièce vide, qui me semble plus un foyer que n'importe quel autre endroit auparavant. C'est là où l'on est valorisé. Je referme la boîte avec finalité. La vengeance brûle vite, je murmure en pensant au jeune homme que je vais bientôt aider. La justice se construit lentement, et dure plus longtemps.